Bonjour Thomas. Salut Nicolas. Alors Thomas, Thomas Tialom, Thomas, on est ravi de te recevoir. Thomas, c'est ta troisième participation au podcast, c'est vraiment trop sympa de ta part, mais c'est aussi le reflet de ton activité et de tout ce que vous sortez avec Meta. Thomas, donc pour rappel, toi, tu es Senior Staff Research Scientist sur les LLM chez Meta AI. Et donc là, énorme actualité, merci de venir à nouveau, parce que vous avez sorti donc la semaine dernière un Llama 3.1 405B. Je rappelle qu'on est le lundi 29 juillet 2024. C'est donc le 90e épisode de Comptoiria. Et donc Thomas, donc sorti du Llama 3.405B, très bonne réception du modèle. Tout le monde a été hyper impressionné. Positionnement open source très affirmé. On parle même d'une Zuquescence, comme d'une renaissance de Mark Zuckerberg et de l'IA générative chez Meta. Mark Zuckerberg a aussi publié une lettre ouverte sur l'open source, donc dans l'IA générative. Ce modèle, donc, il a l'air de cartonner, Thomas. Je pense que tu es content. Après beaucoup d'efforts, tu nous avais dit qu'il y a quelques mois que tu travaillais dessus. On est ravis de voir ça aujourd'hui. Oui, merci pour l'intro, c'est exactement ça. Je pense qu'on pourra revenir dessus, mais sur l'aspect technique, c'est assez solide. Mais quelque part, c'était presque attendu parce qu'on avait fait la preview il y a quelques mois. Alors, Oui. les gens attendaient, avaient déjà vu un début de bons résultats. Mais on est sur un changement de paradigme dans le monde, et donc ça ne s'accompagne pas que de résultats techniques, mais aussi de ce qui va avec. Et c'est vrai que la lettre de Marc sur the path forward is open source AI est très claire. On a réalisé, alors que certains avaient peur que ce soit pas le cas, du coup, les poids du modèle le plus large, qui est un modèle frontière quasiment au niveau de GPT-4 Zero, le plus avancé au monde, avec en plus une licence encore plus ouverte que la précédente, puisqu'on autorise n'importe qui à utiliser ce modèle pour créer de la data synthétique et entraîner leur propre modèle euh, et en faire ce qu'ils veulent, application business, recherche, peu importe, on ne regardera pas. Ouais, chapeau. Donc, même le playbook, quoi, le manuel pour bien expliquer comment vous avez créé ce LLM. Donc, c'est super. On a des versions légèrement améliorées des modèles 8B, 8 milliards et 70B que vous aviez déjà sortis. Une fenêtre de contexte nettement plus grande qui passe de 8000 tokens à 128 000 tokens. Ce que j'ai vu aussi, c'est tout un système, un écosystème maintenant autour de vous, avec des NVIDIA, des Grok, j'ai un système Llama, quoi. J'ai pu tester l'interface sur Grok, le 3.1 sur la version 40, 40B et 8B. Sur Grok, j'ai fait des tests avec à la voix, en fait, sur le modèle 3.1, et c'était vraiment extraordinaire. Ouais, c'est assez impressionnant, Grok, ce qu'ils ont pu faire avec leur hardware, en permettant à des modèles de 70 ou même 400 milliards de run quasiment instantanément dans la perception. Ça ouvre des use cases pour les entrepreneurs assez géniaux, pour des besoins en temps réel qui vont pouvoir marcher avec ces modèles. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, ça c'est hyper cool. Toi, Thomas, les grandes différences que tu vois entre Lama 2 et Lama 3? Écoute, c'est la même méthode appliquée à l'échelle. Lama 2, donc Lama 1, on avait mis en place tous les blocs pour les modèles de pré-training. Lama 2, on a mis, c'est là où j'ai mis en place toute la stratégie RLHF, alignment, instruction following à Meta, la notation, la boucle de fine-tuning et ce qui va avec. Pour Lama 2, on s'était concentré principalement sur ce qu'on appelle la helpfulness, disons suivre des instructions simples pour quel voyage faire, écrire un poème sur ce sujet. Mais du coup, c'est vrai que le modèle n'était pas très bon à suivre pour des problèmes mathématiques, de reasoning, pour de la programmation du code. Mais la méthode était là. Pour Lama 3, on a scalé tout ça. Donc, on a, en termes de pré-training, scalé le nombre de tokens, passé de 2 à 15 trillions de tokens. Scalé aussi la qualité, donc avec des classifieurs en se basant sur Lama 2 pour filtrer les tokens et prendre que les textes pertinents
parce que sur le web, il n'y a pas que des textes avec de l'information intéressante. On a scalé en termes de poids, puisqu'on est passé aussi de 70 à 405. Il y a un tableau génial j'ai moins travaillé sur cette partie, mais dans le papier, sur tous les problèmes de hardware qui se présentent sur les GPU à l'échelle, Bien sûr. avec une classification, une catégorisation du type, de la fréquence et ce genre de choses. C'est là qu'on voit que c'est un vrai challenge en termes d'ingénierie, de faire marcher ça sur 16 000 H100 pendant plusieurs mois. Et puis en Oui, post-training, c'est du une coup, on a première et c'est tapé une première, ouais. Bien sûr. et on est transparent sur ce qui s'est passé et sur l'état. Ça, c'est le papier fait plus de 80 pages et ça, c'est aussi on continue, comme tu disais, dans l'open research à ce niveau-là. Et sur le Mmh. post-training, on a scalé la méthode, beaucoup plus d'annotations, beaucoup plus de diversité et de domaines, ce que je disais, le code, le reasoning. Et c'est ce qui fait que déjà la preview, en fait, qu'on a eu en février-mars, depuis, quasiment personne n'a sorti de modèle basé sur Llama mieux que celui qu'on avait sorti nous, ce qui n'était pas le cas lors de Llama 2. Après Ouais. Llama 2, il y avait plein de modèles qui étaient meilleurs, basés sur notre approche, mais meilleurs en code, meilleurs en raisonnement. Et Mmh. puis le troisième point, c'est qu'on va vers tous les domaines un peu attendus, hein, mais un contexte beaucoup plus long. Le multimodal va arriver, il y a les raisonnements de papier. Euh, et puis là, on va changer d'échelle quand on va avoir des modèles intégrés en end-to-end, des inputs texte, images, vidéo, son, des outputs pareils. Ça va permettre Ouais. beaucoup plus de cas d'usage. Ouais, bien sûr, ah non, chapeau, c'est génial. Franchement, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi au fur et à mesure du temps parce que ce que je vois, c'est que, en tout cas, les plans sur lesquels vous étiez il y a quelques mois se déroulent, et pour l'instant, en tout cas, sans accroc. Enfin, je pense même peut-être, de temps en temps, mieux que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois. Enfin, en tout cas, même peut-être plus ambitieux. Heu, un graphe que j'ai trouvé très intéressant, qui est publié un petit peu toujours là, tout le temps sur Twitter, sur X, par un Français qui s'appelle Maxime, Labonne, que je dois recevoir ici, bientôt. Il nous fait un super graphe où il nous montre un peu la performance des modèles sur le MMLU, en fonction du temps. Heu et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une zone très, très nette où en fait on a les modèles open source aujourd'hui qui commencent vraiment à combler l'écart, avec les modèles propriétaires. On voit cette progression, sur le graphique. Heu, on a comblé l'écart avec les modèles propriétaires pour la première fois de l'histoire avec ce modèle 3.405B. Je pense que c'est en partie vrai. Je pense que ce que ce graphique dit, et je l'ai vu aussi, dit une autre chose que celle-là aussi. C'est que OK. tous ces points convergent vers 90-95 sur 100 et qu'en fait, Oui. c'est aussi que les benchmarks sont saturés, qu'ils mesurent mal maintenant l'état des choses et que quand on est sur des benchmarks aussi saturés, mesurer l'écart entre 2 modèles est pas possible. Donc Oui. toutes les approches ont progressé. Oui, je pense que l'open source rattrape complètement maintenant les modèles closed source. Je pense que Llama 3.400 est effectivement pour la première fois de l'histoire au-dessus de GPT-4 lorsqu'il est sorti il y a un an, pas loin du GPT 4.0 là récemment. Il n'est pas encore à ce niveau-là. Mmh. Et ça, justement, ça dit en long sur les benchmarks qui mesurent plus parfaitement. Il va falloir des nouveaux Mmh. benchmarks pour mesurer ces écarts-là. Ouais, bien sûr. Hem Et alors je pense que il est temps là, c'est l'heure de déjà célébrer la sortie de ce modèle Llama 3, de voir ce que les gens vont construire, dessus aussi. Mais ensuite très tôt, on va arriver et je crois que vous commencez déjà à travailler en fait sur Llama 4 grosso modo, où là, ben, l'idée c'est de passer encore, à un autre niveau par rapport au modèle, fermé, au modèle propriétaire. On parle même des agents, et peut-être d'une AGI open source, quand même assumée, hein, par Mark Zuckerberg à ce niveau-là, et par Meta. Ouais, alors c'est beaucoup de choses à la fois. D'abord, oui, on Mmh. va scaler et ça, on a été transparent dessus. On va continuer de scaler ce qu'on a fait parce que le scaling, ça marche. Et donc on aura des modèles entraînés sur encore plus de tokens, encore plus de GPU, encore plus gros, hem, avec encore plus de données en post-training et ça devrait donner nécessairement des modèles encore meilleurs.
Ça, c'est les plans un peu clairs et évidents pour la Mac 4. Par ailleurs, en particulier, ça me concerne parce que ça va être mon gros focus OK. pour la suite, sur les agents. Donc, des modèles qui puissent prendre des décisions, naviguer sur le web, utiliser une application. Tu Et nous c'est avais tu particulièrement. nous avais parlé déjà des toolformers à l'origine, Thomas aussi. Ouais. Mmh. Bah, écoute, c'est un peu ma vision de recherche, c'est que 2 choses. Quand Toolformer, donc des transformers qui peuvent utiliser des tools, bon, j'avais sorti ça il y a 1 an et demi. La conclusion, c'est que ça c'est une direction de recherche qui, je pense, est l'avenir. Je vais te dire pourquoi tout de suite, mais qui ne peut être réalisée que si tu as des modèles fondamentaux assez intelligents. C'est, je pense, maintenant le cas avec les modèles Llama 3, et donc on continuera de bénéficier des progrès incrémentaux avec Llama 4 sur le pré-training et le post-training, mais on peut enfin faire de la recherche à ce niveau-là qui, je pense, va nous permettre d'aller au prochain niveau d'intelligence. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ces modèles sont en vase clos. Ils outputent des tokens et pas simplement par leur poids, les poids du modèle. Le moment où, et on mentionne d'ailleurs, on a commencé un petit peu ce travail dans le papier, il y a des captures d'écran de discussion en multi-turn avec le modèle qui appelle des tools dans le papier Llama 3. Mmh. Le moment où la modèle peut appeler le web, quand il ne connaît pas une information, il peut aller faire la recherche sur Internet. Quand il exécute un code, il pense que c'est le code qu'il faut, il l'exécute, mais s'il y a un bug, l'environnement va lui donner une information, un signal. Non, tu as fait un bug. Et donc, on sort d'un vase clos, le modèle peut s'enrichir, s'augmenter d'informations externes, et ça ce qu'on appelle le grown, ça l'ancre dans le monde réel, et plus dans ses propres poids tout seul à lui. Donc ça change de dimension, et je pense que c'est ça qui va nous donner le prochain niveau d'intelligence. D'accord, et donc road, chemin vers l'AGI, donc en passant d'un niveau à Oui, l'autre, comme ça. Ouais, OK. exactement, on n'y est pas, mais ça me paraît nécessaire. Excellent. Hem, je reviens un tout petit peu sur, 2 arguments importants dont Marc a parlé. C'est quand même donc l'argument des valeurs démocratiques libérales, c'est-à-dire, contre la Chine, heu, faire attention donc, à avoir des modèles en open innovation, des modèles ouverts par rapport à des dictatures, des régimes autoritaires en fait, et se dire que d'une certaine manière ce modèle de développement de l'innovation occidentale, c'est peut-être ce qui nous permet de conserver de l'avance plutôt qu'avoir peur que les Chinois se servent de l'AMA 3 directement. Ouais, écoute, un truc que je dis souvent, le papier Transformer qui a révolutionné, qui est considéré comme un des plus grands papiers depuis 10 ans, à la base de tous ces modèles fondamentaux. Donc, quand Google le sort, il l'applique à la traduction automatique. Et ils le vendent comme un papier qui permet de paralléliser et donc de gagner en termes d'entraînement. On pouvait entraîner plus rapidement. Euh, je peux t'assurer que si Google ne l'avait pas publié en open source ce papier, mais avait gardé en interne en disant voilà, on a eu ce résultat, aujourd'hui, personne n'aurait bâti les GPT-1 par OpenAI sur les transformers, et personne n'aurait utilisé cette approche, entendu, et on n'en serait en fait nulle part. Et au sein de Google, ils n'auraient jamais réalisé que c'était si important que ça comme papier. Et c'est ça Ouais, qui bien sûr. permet l'open innovation. Je vais te dire, moi à la base, je suis très fan des produits, OpenAI, ChatGPT, Claude, mais petit à petit, quand je vois le le game avancer comme ça, et bah, écoute, les arguments, en tout cas open source, là, me parlent de plus en plus, franchement, au niveau de la recherche. Tu m'en avais déjà parlé, beaucoup. Hem, il y a un truc au final aussi, très smart côté Meta, je relevais ça, c'était, on appelait ça commoditize your complement pour, en tant qu'au niveau du business model des GAFAM. C'est qu'une des différences clés entre Meta et les fournisseurs de modèles fermés, c'est que grosso modo, ben, la vente au modèle d'IA pour Meta, c'est pas le modèle économique initial, ni, principal. Ce qui fait qu'en fait, enfin, vous avez quand même beaucoup plus de liberté par rapport à ça, et que ça compromet pas vos revenus, de le mettre en libre accès en fait, ce Llama 3 open source. Ouais, écoute, l'open source, de toute façon, c'est une question. Enfin, il y a énormément de débats sur ce sujet.
Je sais que OpenAI et Anthropic, beaucoup d'entre eux pensent sincèrement que ça sera dangereux à un certain moment, open sourcer, Mmh. parce que l'intelligence sera trop élevée. Ils ont des bons arguments, je pense qu'on n'y est pas du tout, que donc pour l'instant ça a toujours aidé. Moi je suis pas inquiet, je pense qu'il faut quand même écouter ses raisons et y réfléchir. Et je pense que ces gens sont sincères et sont relativement intelligents, ça vaut le coup d'écouter en tout cas ce qu'ils disent. Mais bon, d'un autre côté, on a entendu que pour Anthropic, pour Claude et pour GPT-2, c'était trop dangereux à release, et puis GPT-3 aussi. Et aujourd'hui, on a des modèles encore plus intelligents. Euh, Je suis d'accord. et c'est l'argument de Marc qui est, je pense, très vrai dans le monde du software. Euh, le fait de rendre open quelque chose, ça permet que beaucoup plus de gens puissent jouer avec, le triturer dans tous les sens, toucher et trouver les failles en avance, avant les modèles de prochaine génération. Et donc finalement, en termes de transparence et de sécurité, c'est en général la meilleure façon de lutter contre des modes malveillants. Mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'en vrai, il y a des bons arguments au niveau de la sécurité, un petit peu dans les 2 camps, des très bons arguments, et on va voir comment tout ça progresse avec le temps. Heu, Calendrier de l'IA, ben, vous venez de sortir, Llama 3.1, et bah, 2 jours plus tard, je pense, ou même le lendemain, Mistral a sorti, son modèle, Large 2, donc modèle open source aussi, avec, des très bonnes performances. Donc bah, on est vraiment donc dans ce calendrier de l'IA générative où à chaque fois en fait, on essaye de dépasser un petit peu ce qui se passe, ce qui vient de se passer, quoi. Euh, ouais, c'est intéressant que tu parles de l'IA générative parce qu'on parlait des language models jusqu'à présent et c'est le gros focus d'ailleurs du papier. Je ne sais pas à quel moment ça restera des modèles texte. C'est déjà en train de pivoter vers des modèles multimodaux et on va converger. Et en termes de scalabilité, ça va offrir un tout nouveau, une toute nouvelle possibilité. Ce qu'on disait avec déjà GPT-4.0 qui en avance là-dessus, hein, d'ailleurs sur nous, qui permet de prendre en input aussi du texte et de l'audio et de représenter ça, de te répondre en audio avec du multithreading. La startup Qtai d'ailleurs qui a fait ça Bien sûr. déjà. On va clairement vers ça. Ah non, mais tu as totalement raison. Écoute, bah, justement demain, je vais diffuser un épisode que j'ai fait avec, Neil de Qtai, au sujet de Moshi. Mais c'est vrai que, ben, donc, entre, Moshi sur les modèles de voix, après, Mistral aussi sur donc des LLM, après ce que vous avez fait aussi donc, avec Llama, on commence à avoir, un environnement open source qui est quand même, très costaud, quoi, très robuste. Par rapport, par exemple, à OpenAI, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, bah, c'est vrai que c'est à la fois c'est lent, et enfin de ma perspective, j'aimerais que ça aille plus vite. Et à la fois, écoute, on est le fin juillet. En fait, Llama 2, on l'a open sourcé il y a un an, exactement à une semaine près. Il s'est passé quand même Mmh. beaucoup, beaucoup de choses depuis un an. C'était le Ouais, premier modèle open source utilisable commercialement avec un mode chat qui puisse suivre les instructions, qui donc permet mmh. d'être utilisable. En un an, c'est fou tout ce qui s'est passé. Ah, c'est complètement fou. Elon Musk avait dit, c'était au moment de la sortie de la Llama 3, je crois, sur les les premières versions, il avait dit, «Not bad». Bah, là, il a dû voir qu'une fois de plus, vous aviez fait un super modèle. Heu, de son côté, donc, ben, il nous dit qu'il avance, qu'il a réussi à lancer l'entraînement d'un modèle avec 100 000 GPU en 19 jours à Memphis, aux États-Unis, et qu'il annonce, à la Elon Musk pour, la fin de l'année, en disant que ce serait à ce moment-là peut-être le meilleur modèle du monde. Tu l'as vu ça? Oui, écoute, Le Grok Elon Musk, 3, Grok je 3. ne parierais pas contre Elon Musk en règle générale, d'une part. D'autre part, les chercheurs qu'il a recrutés, j'en connais pas mal, sont plutôt bons. Donc il a une bonne équipe, il a effectivement des gros clusters de GPU. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ça sera intéressant. Et puis moi je pense que plus il y a de concurrence, surtout qu'il a un côté. Alors on verra si c'est open source ou pas, il n'a jamais été très clair dessus. Euh, mais bon, plus il y a d'effervescence dans ce domaine, plus ça nourrit l'innovation,
plus c'est bon pour le progrès en général dans le domaine, c'est tout ce qui compte. Oui, tu as raison. Et je pense en effet qu'il faut pas parier contre Elon Musk. À un moment, on se disait qu'on pouvait peut-être l'écarter de la course, quand on voyait au début les premières performances, de Grok, xAI, par rapport à des Claude Anthropic, Llama, Mistral, heu, mais finalement avec cette levée de fonds de 6 milliards de dollars récente sur xAI, on a l'impression, et en effet son style, hein, à la Elon Musk, on a l'impression qu'il peut rentrer dans la course. Hem, Thomas, et je pense que tu as vu cette semaine, on a eu une nouvelle aussi excellente, très intéressante, peut-être avec des anciens collègues à toi. C'est sur, DeepMind qui nous a annoncé en fait avoir, résolu des problèmes, de maths au niveau, olympiade de mathématiques grosso modo avec une médaille d'argent, l'équivalent d'une médaille d'argent pour AlphaProof, AlphaGeometry 2. Donc on s'y attendait pas forcément, mais là, franchement, ça semble être des capacités de raisonnement, sur les mathématiques qui sont, une belle avancée. Tu as vu ça? Ouais, je l'ai vu, j'ai pas lu dans le détail. C'est grosso modo une approche basée toujours sur les large language models, mais combinée, avec des algorithmes de search, un peu comme on a fait pour depuis AlphaGo, AlphaFold et hem, AlphaCode, et toutes ces Mmh. méthodes. Le la vraie question dans tout ça, c'est que ça reste des modèles très spécialisés à faire ça. À quel point l'AlphaCode, a résolu aussi et pareil, ils ont atteint un niveau professionnel, de résolution de problèmes de code. C'est des compétitions de programmation. Sauf qu'en pratique, ça devient des compétitions pour de l'optimisation où le code est illisible, où il y a des optimisations dans tous les sens. Et ça n'a pas nécessairement ils ont été très honnêtes là-dessus dans leur papier, transféré à des habilités à coder mieux, plus optimales ou quoi. Et donc, c'est une vraie question, à quel point c'est, OK, une prouesse en termes d'algorithmique, mais on arrive toujours à pousser mieux les limites et avec la nouvelle génération d'LLM, on sait qu'il y a du progrès et donc quand on aura Llama 4 ou, Gemini 2, je suis sûr qu'ils feront encore mieux. À quel point ça va réellement être utile pour la suite et se transférer, c'est une vraie question. Mmh. Ouais, bien sûr. Heu et qu'on puisse peut-être intégrer ça donc, à l'intérieur des Bah, modèles c'est qu'on ça, utilise, au quotidien, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est ça la question. Mmh. Ouais. Je t'entendais dire qu'aujourd'hui, vous aviez pas une approche, MOE, Mixture of Experts sur le 405B, mais que c'était pas, que ça pouvait venir sur les prochains modèles, quoi. Mmh. Ouais, écoute, les mixtures of experts, quelque part, Typiquement moi, pour c'est faire intervenir ce genre d'experts sur les maths? Enfin, tiens. mmh, non, alors ça, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce que, le deep learning, c'est le principe d'apprendre avec les données, au et surtout pas d'imposer un expert dans un domaine et un autre. Après, tu t'en sors plus, mais alors du coup, si ju ça serait la pire façon de faire parce que tu te retrouverais du coup enfin, pour empêcher le transfert, tu aurais un expert en maths et dès que tu fais du coup, un autre domaine qui aurait besoin d'un peu de compréhension de linguistique et un peu de maths et un peu de code et un peu alors comment il fait? Il appelle qu'expert. Non, la force du deep learning, c'est justement d'apprendre heu, de généraliser par l'apprentissage et du coup de Mmh. faire émerger ces experts dans des MOE. Et évidemment, on regarde les MOE, on verra ce qu'on fait pour l'AMA 4 basé sur, des datas, et nos expériences. Mais si tu veux, le dense, c'est quoi d'autre qu'un MOE avec un seul expert, quelque part? Donc Ouais. finalement, c'est juste, de la même façon qu'on optimise le learning rate ou, le nombre de layers et la depth, la breadth des layers, on optimisera, le nombre d'experts. Mmh, bien sûr. Hem, Super, merci beaucoup Thomas. Je viens de tomber sur un article de The Information qui nous dit que OpenAI, risque de perdre, grosso modo 5 milliards de dollars sur l'année. Alors attention, il y a rien de nouveau, hein. Sam Altman avait dit, que
ça allait être un projet donc qui coûterait, peut-être ça serait peut-être le projet le plus cher de l'histoire des startups, de l'histoire des technologies, qui était prêt à investir 50 milliards sur les GI. Mais là, on a à la fois, bon, des petites pertes, on a, heu, 4 milliards d'inférences, côté Microsoft, 3 milliards d'entraînement sur les modèles. On a, une équipe importante. De l'autre côté, à côté pour 3 à 4 milliards de chiffre d'affaires. De l'autre côté, on a ces nouveaux modèles open source qui arrivent, que ce soit sur du texte, que ce soit sur de la voix. Moi, quand je vois ça, je me dis que OpenAI va certainement être obligé de réagir, tu vois, rapidement, et de nous présenter peut-être un nouveau modèle, hyper puissant, un nouveau modèle frontière hyper puissant, non? C'est une bonne question. Écoute, je veux pas trop commenter parce que d'abord je suis pas à OpenAI, c'est un article de ce main, je sais pas d'où viennent leurs sources, je sais pas à quel point c'est vrai, et je connais pas les chiffres à l'intérieur de OpenAI pour savoir leurs revenus et là où ils sont en termes de recherche. Ce qui est sûr, c'est que d'un côté, OpenAI fait du business avec leurs modèles et à ce niveau-là, a des modèles quand même frontières avec GPT-4 tout comme avec des modèles en termes de petite taille comme GPT-4 Mini 0 assez forts. Mais ensuite, il y a une question de business, à quel point les gens vont l'utiliser, la concurrence devient plus rude, l'écart Mmh. sera réduit évidemment avec les autres. C'est une vraie question. Ils ont toujours de l'avance quand même. Et puis ils adressent un certain nombre, ils ont un taux d'adoption depuis, puisqu'ils sont les pionniers là-dedans, plus long que la plupart des acteurs. D'un autre côté, financer ces pertes-là dont tu fais référence sont sujettes à des modèles frontières d'un autre ordre de grandeur d'entraînement, ceux dont Elon Musk te parlait. Je rappelle qu'il a levé 6 milliards de dollars. C'est pas la valorisation, c'est l'argent qu'il a mis dans la boîte. Et donc, c'est des ordres de grandeur pour entraîner la prochaine génération de modèles avec le pari que le scale va continuer à s'améliorer et que donc on va entraîner avec un ordre de grandeur de compute en plus. Et là, c'est open research question, où est-ce que ça va aller? Certains pensent que ça rapprochera de AGI et que si c'est le cas, ça vaut bien 5 milliards. Auquel cas, si OpenAI convainc des investisseurs que ça vaut le coup de parier là-dessus, je pense pas qu'ils aient de mal à trouver cet argent. Oui, tu as bien raison de préciser ça, merci. C'est très ça concerne en effet les versions futures, des modèles, et on est sur un autre ordre de magnitude. Hem Et donc parce que d'ici 20 et on se dirige un peu, hein, vers des méga modèles avec peut-être, on parle d'ici 2027 de l'entraînement, d'un modèle qui pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars, grosso modo. Donc on serait encore un ordre de magnitude plus loin. Ouais, écoute, si on trace les courbes en termes de ce qui a été fait depuis 5 ans, c'est effectivement le cas. Euh, je ne sais pas si on y sera là, je suis un peu suspicieux là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'on cherche à gagner des ordres de grandeur partout. L'instruction tuning s'est révélé le post-training RLHF comme faisant gagner des ordres de grandeur en termes de préférence humaine. Et donc, d'autres méthodes pourraient permettre ça. Les MOE, par exemple, sont une source qui pourrait permettre d'être plus efficient à l'entraînement et donc de gagner aussi des ordres de grandeur. Les agents et utiliser des tools pour de la mémoire externe, de l'augmentation externe, c'est une autre façon de gagner des ordres de grandeur en termes de capabilities. Et donc, tout ça se rajoute. Il y a de la recherche ouverte, comme comment le faire utiliser les tools ou du meilleur post-training, des meilleurs algorithmes. Et là, on cherche et on va essayer de refaire. Et donc, avec les mêmes budgets, on pourrait gagner 1, 2, 3 ordres de grandeur, peut-être plus. Et puis, il Mmh. y a la façon en même temps facile, qui est dépenser plus de hardware, de GPU, de data, et entraîner là-dessus. Et jusqu'à présent, ça a fonctionné. Et on essaye de tout faire à la fois. C'est très clair. Ben, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, c'est passionnant. Il y a une chose à laquelle on peut s'attendre quand même, c'est ce que nous a dit Mark Zuckerberg, mais c'est que d'ici la fin de l'année, en tout cas, l'assistant de Meta AI sera certainement le plus utilisé du monde, hein. Je crois qu'on parle de 3,2 milliards d'utilisateurs sur les différentes applications de Meta. Ça va être assez incroyable, en tout cas, d'avoir tout ce public qui utilise, votre IA.
Écoute, ouais, ça sera assez incroyable. Je suis assez content parce que c'est exceptionnel de pouvoir développer un modèle et que si peu de temps Bien après sûr. l'avoir en production utilisé. Je Mmh. suis assez content parce que, il y a aussi, si tu veux, le temps qu'on se soit mis au LLM et c'était un peu après d'autres acteurs, ça commence à arriver, ça commence à scaler, ça commence à bien on a bien rattrapé en termes de recherche. En termes de produits, moi je l'ai testé, on n'y a pas accès en Europe, sauf pour les employés. Aux États-Unis, ça y est, il est sorti. Ça commence à intégrer aussi du bon produit avec, pas seulement le LLM, mais s'il utilise, un moteur de recherche et s'il utilise, pour des features sympas d'images ou d'édit d'images, heu, où tu peux mettre maintenant, ils ont mis un tool, c'est un modèle que Meta avait développé. Tu prends la photo de n'importe quoi, tu lui dis à la place, mets toi-même ta photo basée sur ta photo de profil. Ça y est, ça marche et donc toute cette intégration produit dans l'écosystème, Meta, ça va être aussi assez intéressant de voir ce que ça peut donner. Mmh, bien sûr. Oui, oui et ça va être très intéressant parce que c'est sûr qu'en effet, on se dit que c'est pas forcément dans Instagram qu'on a besoin de qu'on peut être plus intéressé en effet par un travail sur de l'image, sur des photos, par un travail sur un LLM, comme Llama sur lequel on peut faire de la productivité, quoi. Ouais, tout à fait. Chaque Mais chose ce a qui sa place. m'intéresse, Mmh mh. c'est quand justement tout ça est intégré, au même endroit et que donc pour l'utilisateur, il parle à un seul outil et pas à 50 outils en disant: «Ah là, je veux te parler, là, je veux demander une question sur le texte». C'est là aussi où je trouve ça intéressant quand, ça converge vers le multimodal et le multitool, c'est que ça ça va complètement changer l'expérience utilisateur. Là où tu avais 50 démos de différentes, modifications d'images et textuelles et etc. Finalement, Ouais. tout ça sera centralisé et tu demanderas juste quelque chose et ça le fera. Mmh. Écoute, super. Heu, ça donc on va suivre ça. J'espère qu'on y aura accès, assez rapidement en Europe. C'est un petit peu dommage, ce bras de fer, Union européenne, Meta, mais pas que Meta, hein, parce qu'il y a la question aussi sur, Apple. C'est pas uniquement par rapport à l'AI Act, c'est aussi par rapport au RGPD. Ce serait vraiment dommage qu'en Europe, on se retrouve, à avoir 6 mois de retard sur l'utilisation de ces fonctionnalités, exceptionnelles, quoi. Mmh. Écoute, oui, je trouve ça aussi dommage. Je pense que d'ailleurs, tu as parlé de Meta et d'Apple, ça concerne tous les acteurs, et en Ouais, ouais, particulier de l'open source, mais pas que. ouais, Je veux dire, y compris européens, que ça pénalise. bien sûr. Thomas, merci beaucoup. Merci pour, ton retour sur, Lama, 3.1. Félicitations pour ce lancement. Bravo avec toutes vos équipes. C'est super de pouvoir suivre ça, et je pense qu'on l'avenir nous réserve encore de très belles choses et on n'en est qu'au début. Merci beaucoup Thomas. Merci Nicolas. À bientôt. Salut.